je vais passer un petit peu la parole à tout le monde. Et Philippe, qui n'a pas encore beaucoup exprimé, va certainement nous dire un petit peu son sentiment. Voilà, alors j'ai essayé de regarder un peu les commentaires. C'est très intéressant parce que ça donnera peut-être des idées pour des prochaines capsules. Alors beaucoup de remerciements de par l'indépendance du CSI et puis un certain bon sens, ce qui donne à beaucoup de personnes beaucoup d'espoir. Alors il y a beaucoup de soutien à une nouvelle qui vient de tomber, c'est que le professeur Fourtillan vient d'être nouveau arrêté et certains appellent donc à le soutenir puisqu'il va être transféré à Paris. Des questions sur ce que c'est qu'une épidémie. Est-ce qu'on c'est une épidémie, une pandémie? Des médecins comme Thierry qui personnellement n'a toujours pas vu de malade grave. On se pose aussi beaucoup de questions comme Constance avec ces chiffres qui annoncent plus de 100 000 morts, mais peut-être parce qu'on les compte depuis le début de la crise, alors qu'en général on met le compteur à zéro en septembre en général. Et puis des questions concernant le Brésil, parce qu'on nous montre beaucoup de photos de cimetières. Alors on demande s'il y a des informations par rapport à ça. Et puis comme Gwenaël, qui est un peu scandalisé parce que son grand-père, qui était négatif, vacciné Covid, est mort 2 jours après son vaccin, avec sur le certificat de décès marqué mort du Covid. Alors on se demande pourquoi de telles magouilles. Et puis Alexandre qui parle de sa tante qui vient de choper le Covid également et qui est entrée en réanimation alors qu'elle vient de se faire vacciner. Alors comment expliquez-vous que le Conseil scientifique continue d'interdire les événements en plein air? C'est peut-être des réponses, des questions à lesquelles on pourrait peut-être parler. Et puis beaucoup de questions sur les variants qui sembleraient être apparus notamment après les vaccinations. Alors on parle aussi du traitement ambulatoire précoce puisqu'on interdit les traitements pour obtenir cet AML conditionnel et on nous dit que s'il y avait plus de médecins consultés qui soignaient le Covid, il y aurait moins d'entrées à l'hôpital. Et puis enfin, des propositions, pourquoi ne voyez pas tous ces documents à tous les maires de France? Et puis une autre proposition de Pierre qui pourrait peut-être faire connaître le conseil scientifique en faisant des autocollants. Voilà, que pensez-vous? Et puis pour terminer, à titre d'anecdote un peu humoristique, vive Raoult et Fouché, mais surtout allez l'OM. Ouais, allez l'OM, bien sûr. Merci Philippe, merci à tous les gens qui ont parlé ce soir. Et effectivement, Jean-Dominique résume les choses avec une limpidité vraiment comme ça ressemble à Hemingway, quoi. Hein. C'est une découpe à la lame de bistouri, la réalité qu'on est en train de vivre. Et pourtant, les gens continuent à s'aveugler. Et pourtant, les médecins continuent à entretenir un mensonge et ne pas regarder la réalité en face. Et pourtant, les médias continuent à aboyer, à servir d'inquisition finalement, avec une horde de sectaires, de zététiciens, de fact-checkers, qui eux aussi sont dans une corruption systémique, mais pour discuter avec eux régulièrement, ne se rendent pas compte en fait de ce qui est en train de se passer. Et là, je crois qu'on a besoin, et on va faire appel à des sociologues, à des historiens, pour nous dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que c'est que ce déferlement totalitaire dans lequel on est en temps réel, en fait? Et c'est quelque chose d'extrêmement douloureux à regarder en face. J'ai des gens qui ont pris leur téléphone, qui m'ont appelé. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais quand vous parlez de déferlement totalitaire, ça me fait peur. Et je ne peux pas l'entendre. Et aujourd'hui, avec des amis, hein, ils perçoivent bien l'inutilité des masques dans la rue. Le complète opacité sur les contrats des vaccins, sur leur innocuité, sur leur efficacité, sur la déclaration des événements indésirables, sur les déclarations de décès. On se met d'accord sur ces choses-là. Il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à évoquer l'idée qu'il y a une sorte de mise en résonance de SS aujourd'hui en charge de tenir la dictature, là, ils n'y arrivent pas. C'est trop douloureux. Et il n'y a guère que les gens qui viennent de familles qui ont subi la Shoah, qui ont subi ces moments-là, qui arrivent à le voir en face. Et on a beaucoup de juifs ashkénazes dans le collectif. Ils nous disent, on a déjà entendu cette petite musique-là. Dans notre famille, on nous l'a racontée. Et on n'a pas envie que ça recommence. Donc, je crois que au-delà du constat, on a besoin de savoir comment réussir à toucher les gens. Et je crois qu'il y a besoin d'être vraiment dans de l'empathie, dans une certaine douceur. Parce que la brutalité du message, la déflagration qu'elle impose dans la vision du monde et les constructions mentales qu'on s'est faites sur des référents que sont la médecine, la science, l'État, sont trop douloureux pour arriver à les faire tomber. Et donc, il y a besoin d'accompagner les gens parce que c'est quasiment comme guérir d'un état de stress post-traumatique. C'est pas parce que vous dites aux gens mais ça va bien se passer, voilà, qu'ils arrivent à s'en remettre. Parce que chaque fois, il y a des gens même qui n'arrivent plus à aborder le sujet. Aujourd'hui, j'ai des médecins dans l'hôpital
qui traitent du Covid, avec qui on discute tous les jours hein, dans les services Covid, quand on aborde la question de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, disent non, mais pas faire qu'on n'en parle pas. Pourtant, ils arrivent à parler de sérum de patients guéris, ils arrivent à parler de Banvalivumab, ils arrivent à parler d'ARN messager, ils arrivent à parler d'adénovirus de chimpanzé avec de l'ADN dedans, quoi. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête, en fait? Et je crois que ça s'apparente à un traumatisme. Voilà, donc il y a besoin d'être très doux avec ça, de se mettre dans un rôle quasiment de soignant. Et je crois que c'est notre mission de médecin d'accompagner une guérison, en fait, hein, et une réconciliation. Merci beaucoup, Louis. Et si je peux me permettre, je crois vraiment que vous êtes des exemples, parce que vous avez été au cours des mois des phares dans cette nuit. Moi, je me souviens de tes interventions, Laurent, à la télévision, qui étaient à chaque fois tellement… elles nous redonnaient courage. Et c'est vrai que c'est important de dire que c'est une corruption systémique. L'immense majorité des gens qui travaillent dans un système qui est devenu nocifs sont des gens honnêtes et sont des gens bienveillants. Ce qui est terrible aujourd'hui, Vincent, tu as fait une analyse magnifique d'un papier publié par Arnaud Fontanet dans Nature, si je ne m'abuse, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'un papier soit publié dans Nature ou Science ou The Lancet ne veut plus rien dire. Vous trouverez autant de choses pourries et frauduleuses dans ces revues que de choses de qualité. Mais il y a les deux. Dieu merci, il y a les deux. Et là, nous devons rester dans cette exigence de rappeler au système, même s'il est en perte, les valeurs fondamentales qui lui donnent un sens, qui lui donnent un axe et qui le rendent vivable. Parce que ce que vous avez fait au cours des mois, c'est d'entretenir une flamme qui montre qu'il y a une route qui est vivable, même si jamais, pour l'instant, elle est entravée par toutes sortes d'obstacles, qu'on se fait taper dessus si on la parcourt. Donc je crois beaucoup à cette solidarité. Et je crois vraiment que la lumière qui se dégage du courage dont vous faites preuve les uns et les autres, parce que c'est s'exposer que de se dresser, c'est quelque chose qui forcément diffuse et pénètre les consciences, même si elles sont obscurcies temporairement. Donc, merci pour tes mots, Louis, parce que c'est important de rester tout en nommant les choses dans leur gravité, mais toujours avec beaucoup de douceur et de bienveillance, parce que c'est vrai, il y a un très gros trauma collectif et ça n'est pas en attaquant à notre tour avec le même type de réactivité qu'on arrivera à avancer. Je pense que tout ça est essentiel parce que pour aller au-delà, si on a besoin de médecins, si on a besoin de soignants, on a besoin tous les uns des autres. Parce que si on refait une synthèse de cette soirée, vous avez tous donné des chiffres, des données factuelles. On n'a rien inventé, on n'a fait aucun baratin autour de ce qui est, y compris malheureusement les propos que tu as repris, Jean-Dominique, au sujet d'un certain nombre de fraudes connues et reconnues. Donc, tout ça, on ne peut pas dire si c'est vrai parce que ce sont des faits. Donc pourquoi un tel aveuglement d'un certain nombre de décideurs, de gouvernants, d'experts ou de pseudo-experts, et pire que ça, de journalistes? Moi, je dis toujours, un laboratoire est là pour faire de l'argent. Donc, qu'un laboratoire cherche à manipuler, à trouver des solutions pour vendre ce qu'il a à vendre, pour vendre sa soupe, c'est assez naturel, c'est dans son ADN. Et il doit y avoir un contre-pouvoir à ça. Ce contre-pouvoir, il y en a un normalement inné, c'est le gouvernement qui doit défendre le peuple contre d'éventuelles manipulations. Et puis, si le gouvernement n'est pas suffisamment présent, ce sont les médias, ce fameux sixième pouvoir qui doit aussi faire un contre-pouvoir. Et on ne voit plus tout ça. Donc, évidemment, tout le monde se demande à qui profite le crime. Et beaucoup des internautes qui ont mis des commentaires disent « Mais alors, on fait quoi? C'est le totalitarisme, c'est la dictature, c'est si. » Mais la vérité va venir du peuple. Donc, on a besoin de tous, comme le disait Louis, c'est tous ensemble, on doit petit à petit à la fois se soigner et grandir ensemble, chacun éclairé dans son petit coin, être cette petite lumière qui va petit à petit diffuser pour que, à la fois avec de la bienveillance, mais de la lucidité, on puisse progresser ensemble. Parce que c'est incroyable, on ne fait que parler de faits. Tu dis éventuellement qu'on prend des risques en s'exposant, Jean-Dominique, mais moi, je ne trouve pas que je prends un risque, puisque je ne fais que dire des choses vraies, sans émotion plus que ça. On est avant tout des scientifiques, et ce qui est terrible, c'est qu'on nous rabâche derrière
Et on sent une volonté de manipulation d'un certain nombre de personnes, de médias, de journaux. Et c'est vrai que ça devient incroyable parce que ça fait plus d'un an que ça dure et qu'on n'en est pas sorti. Moi, je vais juste finir sur un point. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens qui ont décidé de se vacciner, c'est tout à fait respectable qu'ils se vaccinent s'ils ont peur et s'ils sont convaincus que le vaccin est préférable que la maladie. Moi, je trouve que se vacciner contre une maladie qu'on sait soigner, c'est peut-être un peu dommage. C'est ma philosophie. Moi, j'ai soigné tous mes patients et ça se passe très bien. Donc, pourquoi vacciner contre une maladie qu'on sait soigner? Soignons-la. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens qu'on vaccine en ce moment, c'est qu'ils devront être confinés en octobre, tous pareils, parce qu'on aura les variants et que les variants sont insensibles au vaccin. Donc, il faut quand même qu'on leur dise la vérité à ces gens-là. Vaccinez-vous si vous préférez, c'est tout à fait votre droit et on va pas. Mais ne croyez pas que vous serez moins confinés que les autres en novembre ou décembre prochain, si jamais on a, comme on peut le craindre, une remontée du virus avec les nouveaux variants qui sont totalement insensibles au vaccin actuel. Donc, on leur ment, parce que 90% des gens qui se vaccinent actuellement le font pour être déconfinés, pas pour ne pas être malades. Et c'est terrible. Le vaccin sert à lutter contre une maladie, pas à lutter contre la prison. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Eric, parce que j'interroge les gens autour de moi en leur demandant, mais pourquoi tu t'es vacciné? Effectivement, comme tu dis, il y en a pour voyager, pour retrouver ma liberté, etc. Mais il y a un mélange des genres, en fait. On peut parler d'un vaccin en termes sanitaires, en termes médicaux, mais commencer à concaténer les droits sociaux, le contrat social lui-même et les libertés individuelles avec une problématique sanitaire, ça a déjà été évoqué par les philosophes, je veux dire, que ce soit Agamben, Hannah Arendt ou Michel Foucault. En fait, on sait ce que c'est que le biopouvoir. On sait que quand les médecins se mettent à fréquenter le pouvoir, c'est pas bon signe. Ça doit être un contre-pouvoir. Donc les médecins tout près du pouvoir, il faut s'en méfier parce que ils vont vous voler vos libertés, quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que Vincent, tu peux réagir là-dessus. Tu connais très bien l'histoire de la philosophie politique d'Agamben. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui me parlent de ça, de leur liberté. Et il y a des gens qui disent, je me fais vacciner, je sais pas pourquoi. Et j'en vois beaucoup. Et là, on fait toucher du doigt quelque chose. Une grande partie de nos compatriotes sont hypnotisés. Simplement hypnotisés. Ils ne savent plus pourquoi ils font les choses. Et donc, on a besoin de redonner du sens, de redonner de l'intelligibilité sur ce qui nous arrive, de remettre un cadre conceptuel qui soit compréhensible avec une certaine douceur, encore une fois, avec une certaine lenteur. Parce que le rôle des médias et le rôle des vendeurs de remèdes, c'est toujours d'aller plus vite que ce que vous êtes capable d'intégrer. Ça a été théorisé et modélisé, on pourra en parler ici lors d'une autre session, c'est la notion de disruption qui a été portée à la Harvard Business School par quelqu'un qui s'appelle Clayton Christensen et qui l'a bâti en modèle économique même, c'est-à-dire un modèle de conquête des marchés. Si vous allez plus vite que ce que le groupe social et politique est capable d'intégrer, ben c'est vous qui allez prendre le pouvoir. Parce que vous allez être toujours en avance et les gens vont être toujours en retard. Et donc, ils vont juste chercher à se mettre en conformité. Donc, cette notion de disruption même, elle est présente actuellement à tous les étages. Et je crois que tout le monde est prolétarisé par la vitesse à laquelle ça se passe. Et par prolétarisation, c'est un mot compliqué pour dire les gens perdent leur savoir, perdent leur savoir-faire, perdent leur savoir-être et perdent leur savoir théoriser. C'est la prolétarisation intégrale. Les médecins pensent qu'ils savent parce qu'ils ont lu les directives ARS, HAS, DGS qu'ils reçoivent chaque jour. Et j'en reçois plus de 25 par jour. J'ai des pop-ups sur mon ordinateur pour me dire ce que je dois faire, que je dois vacciner, être vacciné. C'est du harcèlement moral. À tel point que si je passais mon temps à les lire, et je peux vous assurer que je les mets à la poubelle systématiquement, si je passais mon temps à les lire, je n'arriverais plus à lire la littérature scientifique. Je n'arriverais même plus à soigner les gens. Et aujourd'hui, vous avez plein de médecins qui pensent qu'ils savent parce qu'ils lisent ces directives-là, alors qu'en fait, elles passent leur temps à les prolétariser. Vous avez plein de médias qui pensent qu'ils savent, mais qui ne font que lire les dépêches AFP et reprendre la même publication scientifique relatée dont on inonde les réseaux sociaux et où les réseaux sociaux sont partie prenante de cette désinformation, que vous savez qu'il y a de la censure à gogo sur les messages alternatifs. Et donc, les médias pensent qu'ils savent, mais ne savent pas. Oui, je suis… Voilà.
Je passe la parole peut-être à Vincent sur le côté totalitarisme. Alors, je vais revenir sur le côté vaccinal. Et Sam, si tu peux partager mon écran. Hop, voilà. C'est le juge des référés, donc l'ordonnance du 1er avril 2021. Donc vous la lisez, en fait, c'est une personne de 83 ans qui s'est fait vacciner et qui du coup a demandé, tout simplement au Conseil d'État de suspendre les interdictions en fait qui le concernaient sur les restrictions de liberté, puisqu'il a dit écoutez, moi je suis vacciné, voilà, j'enjoins au Premier ministre d'abroger cet article en tant qu'il s'applique aux personnes vaccinées. Celles-ci n'entrant pas dans la liste des exceptions permettant de déroger à l'obligation de rester chez soi. Donc il dit en gros, puisque moi je suis vacciné, il n'y a plus effectivement de mesures de restriction de liberté qui doivent s'appliquer à moi. Et le Conseil d'État a répondu non. Voilà, donc en fait il a dit non, pas du tout. Il y a une reprise de l'épidémie et le vaccin ne protège pas effectivement non seulement d'attraper le Covid, mais de le diffuser. Et par conséquent, même si vous êtes vacciné, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas confiné, que vous ne portiez pas de masque et qu'il n'y ait pas de restriction de liberté qui s'applique à vous. Voilà, donc à tous ceux, effectivement, voilà, on peut arrêter le partage. Donc à tous ceux qui pensent que la vaccination va permettre à retrouver la vie avant, le Conseil d'État a dit non. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc c'est pas la peine de rêver là-dessus. Ça date du 1er avril et c'était pas, hélas, un poisson d'avril, c'était un vrai référé, vous pouvez le retrouver partout sur Internet. Voilà, donc c'était juste pour préciser effectivement qu'il n'y aura pas de, vous serez reconfiné même si vous êtes vacciné, il n'y a aucun doute là-dessus. Si je peux me permettre une précision, Vincent, c'est encore plus drôle et plus triste que ça. C'est le jugement du Conseil d'État suite au mémoire du ministre de la Santé. C'est-à-dire que ce n'est pas le Conseil d'État qui dit que le vaccin n'est pas suffisamment efficace, etc. C'est le ministre de la Santé qui explique dans son mémoire, de façon très claire, en 4 points, que les gens vaccinés sont quand même à risque, que les gens vaccinés peuvent quand même infecter les autres et que le fait d'être vacciné ne suffit pas à être déconfiné. Et c'est parfaitement dit par M. Véran dans le mémoire qu'il a adressé au Conseil d'État. Et c'est le Conseil d'État s'est basé bien sûr sur ce mémoire, ce qui est normal pour son jugement. Donc voilà, donc c'est pire que le Conseil d'État, ce sont les propos du ministre. Je crois qu'il y a un point important qui a été soulevé par un des internautes, c'est qu'effectivement, le bout de ce raisonnement morbide, on appelle ça la rationalité morbide dans la schizophrénie, c'est des raisonnements faux qui tournent en boucle comme ça. Le bout de ce raisonnement-là, c'est effectivement qu'à la fin, ce soit la faute de ceux qui ne se vaccinent pas. Et une société qui commence à stigmatiser comme ça des gens, je crois que ça doit nous poser question. On fait société parce qu'on est ensemble, parce qu'on est unis, pas parce qu'on désigne des ennemis. Aujourd'hui, vous avez dans les médias une façon de faire société qui est de désigner des ennemis. Vous avez discuté avec machin, qui a discuté avec truc, qui a discuté avec truc, qui a discuté avec machin, qui a discuté avec truc. Et en fait, que vous soyez crudivore, antisémite, conspirationniste, en fait, tout ça c'est pareil, c'est l'ennemi. Et une société ne peut pas se définir uniquement par ses ennemis. Elle doit se définir aussi par ce à quoi elle tend de manière positive. On appelle ça les protensions collectives positives. Quel est notre projet commun? Quel est notre devenir ensemble? Quel est notre chemin vers lequel nous avons envie d'aller et de parcourir tous ensemble? Et cette question-là, il faut la poser parce qu'elle donne de l'espoir, elle donne de la joie. Est-ce que c'est le chemin de Attali et de Laurent Alexandre, un néolibéralisme mondialisé transhumaniste, dans lequel vous êtes un rouage des industries de santé, des multinationales de la data, et où on optimise votre expérience utilisateur de la vie, ou est-ce que c'est autre chose? Je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse ensemble et qu'on pose les ferments et les jalons de cet autre futur qu'on a envie de parcourir ensemble, sans avoir à désigner un ennemi et à le sacrifier sur l'autel de la réunion. Tout à fait. Et je pense que le premier combat, c'est certainement de lutter contre la peur. Hein. C'est-à-dire je vois passer des messages, il y a des pro-vax, des anti-vax, tout ça. Je pense qu'il faut arrêter ces discours. Les gens se vaccinent par peur et les gens sont violents par peur, les gens se cachent par peur, les gens sont dépressifs par peur. Aujourd'hui, moi, mon premier ennemi, c'est la peur. La première chose que je fais en consultation, c'est d'essayer de faire disparaître la peur de mes patients. Je crois vraiment que c'est la priorité, c'est de retrouver de l'espoir,
retrouver de l'espoir ensemble, ne pas chercher à être contre quelqu'un. Et pour enlever la peur, il faut absolument comprendre qu'il existe des traitements. Tout à l'heure, Philippe citait un certain nombre de remarques et de questions des internautes. Oui, il existe des traitements. Ces traitements ont montré leur efficacité de façon, je dirais, importante même. Hein. Et il est vraiment inadmissible. On a des centaines d'études sur l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, pour ne citer que ces deux-là, alors qu'il n'existe qu'une seule étude sur l'efficacité du vaccin. Et pour autant, aujourd'hui, on autorise le vaccin, on n'autorise pas les traitements, mais les traitements sont autorisés dans de nombreux pays, sont utilisés dans de nombreux pays. Il faut aussi arrêter de se regarder le nombril. Laisse un peu de suspense, Eric, parce qu'on en parlera dans les semaines à venir. C'était une façon il faut qu'on garde des épisodes pour les prochains CSI. Je vous propose qu'on conclue. On arrive à 1h30 maximum, c'est bien. C'est un timing qu'il faut qu'on respecte pour les gens qui puissent aller se reposer, et nous aussi. J'ai envie de vous proposer juste une petite phrase ou deux de conclusion en 1 ou 2 minutes chacun. Et donc, je pose la parole au centre, la prend qui la veut, pour terminer cette belle session ensemble. Ben moi, je me lance. J'ai envie de mettre en regard 2 décisions de justice. On a déposé plainte contre l'imposition du port du masque à l'école à Genève et ça a été débouté par le tribunal qui a dit mais si l'OMS le recommande et l'Office fédéral de la santé publique, on va quand même pas aller contre. Et à Weimar en Allemagne, vous avez un tribunal qui est entré dans les écritures, a épluché la science et a dit mais il n'y a aucune raison au monde d'imposer le masque à l'école. Et pour moi, il y a une question, il y a un enjeu aujourd'hui de responsabilité. La responsabilité des scientifiques, la responsabilité des médecins, la responsabilité des élus, la responsabilité des journalistes, la responsabilité des parents, la responsabilité des citoyens. Et j'observe la force, parce que finalement, ceux qui cherchent à mettre en échec notre discours utilisent toujours des subterfuges, en général inélégants, et ils ne viennent jamais sur le terrain des idées, parce que sur les idées, on est imbattable. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on assume ça et que dans l'affirmation en continu, vous voyez, j'ai vu qu'en France, ils venaient de dire, mais c'est très important de vérifier l'oxygène sanguin pour quelqu'un qui a des symptômes. Génial, ça fait 1 an que Raoult le dit, on est 100 000 morts plus tard, mais c'est bien que vous finissiez par le dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez bientôt aussi finir par dire? Voilà, de rester droit dans ses bottes sur le fond, parce que là, on est imbattable, parce que c'est juste. Et puis ouvert au dialogue, surtout, comme tu dis, je dirais, un dialogue intelligent avec qui que ce soit, c'est bienvenu, mais quand il y a des attaques et de la bassesse, c'est comment osez-vous? Ok, je prends à la suite. Vincent, tu voulais parler? Non, ça va. Oui. Je vous remercie beaucoup tous les 7 là ensemble, ou tous les 6. Pour votre présence. Je remercie tous les 6 ou 7 000 personnes qui nous ont regardés ce soir, tous les gens qui ont restreamé l'émission. Et là, il y a beaucoup de gens qui se demandent mais qu'est-ce que je peux faire? Jean-Dominique, il en a parlé là en fait. Hein, c'est la responsabilité. C'est peut-être le moment de commencer à faire ce qu'il faut au niveau juridique, ce qu'il faut avec la directrice de l'école, avec l'institutrice, ce qu'il faut avec les autres parents, et de commencer à oser, à y aller quoi. Et retourner plusieurs fois, d'admettre que ça va être lent. Il faut de la patience. C'est quasiment comme une guérison et que ça va prendre du temps. Donc, que vous allez devoir soigner le réel. Et pour soigner le réel, il faut de la douceur, de la bienveillance, mais aussi savoir se protéger, hein, on l'a dit, ne pas laisser passer des choses qui sont inacceptables. Donc, et être capable de tenir un rapport de force. J'ai envie de vous proposer aussi de continuer la diffusion de tous ces messages, parce qu'on est quelque part dans un combat. Moi, je n'ai pas envie de parler de guerre, parce que la guerre, c'est l'annihilation de l'ennemi. Et moi, je ne cherche pas à annihiler qui que ce soit. Je cherche à être dans une danse, en fait. À mettre mes mains sur le kimono de la personne en face et accepter qu'elle mette les mains sur mon kimono et à danser ensemble. Et ça, c'est une sorte de combat. Mais on grandit dans le combat, les uns et les autres. Et on arrive à trouver, à la fin, à se retrouver à danser ensemble et que ce soit même presque rigolo. Donc, de le prendre avec humour et de se dire, là, si vous avez l'occasion de participer à ce combat de l'information, restreamer cette chaîne, restreamer ces vidéos, relancez-les dans la boucle, créer des alternatives d'information, etc. Vous pouvez faire ça. Et la force du nombre, vous êtes parfois plus de 100 000 à nous regarder, plus de 200 000. Allez-y, re-uploadez la vidéo, re-envoyez-la. Et n'hésitez pas. Voilà, donc souvent c'est les youtubeurs qui disent ça, hein, abonnez-vous et mettez la cloche, quoi. Mais faites-le, quoi. Et vous avez vu qu'on monétise pas, on se contrefout de l'argent dans cette histoire, tout le monde est bénévole.
On le fait en plus de nos vies. Et donc, allez-y, quoi. Je remets la parole au centre, là, tranquille. Je rajouterai une petite chose, c'est que si les personnes ne bougent peut-être pas trop actuellement, notamment dans le milieu des restaurateurs et du spectacle, c'est que nous sommes tous sous perfusion et qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter et que c'est comme ça que joue le pouvoir, c'est qu'on vous perfuse et que finalement, c'est peut-être plus intéressant de ne pas travailler et gagner de l'argent, mais c'est un système qui ne pourra pas tenir très longtemps et ça, c'est quelque chose pour lequel il faut combattre et appeler toutes les personnes, notamment de la culture, pour arrêter ce diktat en disant taisez-vous, mais je vous paye pour vous taire. Oui, c'est très intéressant. Louis a pris la conclusion que j'allais faire parce que je voulais rebondir sur un tweet qui disait nous sommes en guerre, qui reprenait le terme de notre président. Et effectivement, si on est en guerre contre un virus, je pense qu'on doit arrêter d'être en guerre contre nos concitoyens et contre soi-même, vraiment retrouver une paix intérieure et transmettre cette paix, retrouver la joie pour contrer la peur. C'est vraiment essentiel et transmettre tout ça avec amour. Je crois que on doit amener des choses positives parce que bon, si on continue à être dans un discours de combat et de guerre en permanence, je ne sais pas si on y arrivera. Il y a des forces, certains les appellent obscures, qui sont à la fois puissantes et au-dessus de nous, et je ne suis pas certain que ça soit dans un combat frontal qu'on puisse arriver à quelque chose. Je crois que c'est vraiment au niveau de l'humain que ça va se passer. Du coup, je vais conclure en citant un psychanalyste psychiatre que j'aime bien, qui s'appelle Paul Korakamier, et qui disait toujours la vérité est une petite voix, mais c'est une voix inimitable. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire, effectivement, aujourd'hui. Moi, j'ai juste à dire ce que vous avez dit, c'est les personnes qui nous écoutent, si ça vous plaît, diffusez, partagez, parce que nous, voilà, on fait tout ce qu'on peut, mais si vous nous aidez, ça ira encore plus vite. Voilà. Et puis pour terminer, n'oubliez pas le sport sur ordonnance, un peu partout dans toute la France, à 11h, organisé par le CSL notamment, et parce qu'il faut retrouver de la joie, danser, faire du sport, puisqu'on nous l'interdit actuellement. Pour ma part, je vous remercie de cette émission parce que en vous écoutant, je me sens un peu moins seul. Finalement, c'est bien aussi de se faire de temps en temps une sorte de piqûre de rappel. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de vous écouter, ça m'a renforcé. Il y a de toute évidence une grande confusion et une confusion voulue qui finalement, comme tu le dis, Louis, a endormi tout le monde, hypnotisé tout le monde. Il faut qu'on se réveille. Le réveil va être un choc, évidemment, mais si vous voulez, en même temps, il y a une forme de confort à suivre cet endormissement et il y a aussi une forme de conformité. Or, nous, on essaye de montrer quelque part un petit exemple. On est sorti, dès le début, on est sorti de cette espèce de confort pour se mettre en danger quelque part en prenant la parole. Et ça nous renforce. Et il faudrait peut-être que on soit, que les gens nous suivent, sortent de ce sommeil et en faisant des actions comme par exemple diffuser ces vidéos. Donc voilà, sortir du conformisme, sortir de l'idée toute faite, des pensées toutes faites, et essayer de voir ailleurs, penser différemment. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, ce que tout le monde ici a essayé de faire. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci à tous. Je pense que c'est le moment de conclure et on vous souhaite une bonne soirée. Continuez à partager, à diffuser ces informations au plus grand nombre sur tous les réseaux. C'est important que ces informations, qui sont des informations factuelles, objectives, loyales, puissent circuler pour que les gens soient simplement informés et qu'ensuite chacun fasse son choix en toute conscience. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.